Ahora tengo un enorme privilegio que me regala este oficio y es entrevistar a una de las escritoras contemporáneas que más admiro. No es la primera vez que me ocurre y eso hace que todavía esta entrevista sepa mejor. Tengo aquí a Muriel Barbery. Me da muchísimo gusto que me acompañe en Calle 11, Muriel. Je suis ravie moi-même. La entrevista será en francés. Vamos a hablar de su obra Una hora de fervor. Muriel a eu des succès mondiaux avec l'éloquence de l'hérisson. Plusieurs romans ont déjà été écrits après. Mais encore, ce bouquin-là, c'est important dans votre vie. Ça a changé quelque chose. L'élégance du hérisson ou Si. celui-ci? Non, l'élégance de Oui, l'hérisson. oui, l'élégance du hérisson a totalement changé ma vie parce que avant ça, j'étais professeure de philosophie. J'avais écrit un roman qui avait eu un succès très modéré. Et tout à coup, grâce au succès de l'élégance du hérisson, ma vie s'est transformée. J'ai pu voyager, j'ai pu accomplir un rêve, j'ai pu aller au Japon, vivre au Japon, ce dont je rêvais depuis très très longtemps. J'ai fait des rencontres extraordinaires que je n'aurais jamais faites sans tous ces voyages et sans ce partage que permet la littérature. Et puis, la dernière chose et la plus importante, j'ai pu vivre de ma plume. Que c'est un cadeau dans la vie. Et le véritable luxe, c'est le temps, avoir du temps pour ce qu'on aime passionnément faire. Et je peux ne faire que cela. Vous étiez prof. Est-ce que ça vous manque de donner des cours? Pas du tout. Pas du tout. Non, Vos parce élèves, vous que arrêtez rien. non, j'ai vraiment aimé enseigner, mais le moment où le succès des livres est arrivé, c'est le moment où j'étais en train de me demander comment j'allais trouver la porte de sortie. Donc c'est arrivé exactement au bon moment. Vous savez trouver votre voix et vous savez donner une voix à la littérature qui est très particulière. Et bon, dans ces bouquins-là, dans ces romans-là, il y avait déjà une essence japonaise qui est encore là, une heure de ferveur. C'est une histoire qui se passe au Japon. Je crois que c'est la plus japonaise de votre travail. Et bon, la question, c'est un lieu commun, mais il faut que je la fasse. Pourquoi le Japon? Qu'est-ce que le Japon vous sert comme miroir pour parler du monde, de votre vie, de votre préoccupation et inquiétude? Alors quand j'ai écrit L'élégance du hérisson, je n'étais encore jamais allée au Japon. Ah, d'accord. Il y a un personnage dans le roman, un personnage japonais, parce que je rêvais d'y aller. Mais je n'en avais pas le temps, je n'en avais pas les moyens, et donc ça n'était qu'un rêve. Alors j'étais fascinée par le Japon depuis longtemps. Mon premier mari, quand je l'ai rencontré, quand nous étions très jeunes, quand nous étions étudiants, était amoureux de la culture japonaise, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et par contiguïté, je m'y suis intéressée et très vite j'ai été séduite parce que je voyais du Japon au travers des films des grands cinéastes japonais, Ozu en particulier. J'ai mangé mon premier sushi à Paris dans les années 90, à l'époque où il y avait encore très peu de restaurants japonais en France. Et j'ai été déjà fascinée par le sentiment qu'une très grande simplicité et sobriété donnait accès à une très grande complexité. Complexité esthétique, mais complexité aussi spirituelle. Peut-être que je me trompe, mais vous parlez là de l'ancien Japon. Ça veut Oui, dire qu'il y a quelque chose de l'ancien Japon au présent, mais quoi de l'ancien Japon est important pour vous? et il se trouve que j'ai vécu, après le succès de l'élégance du hérisson, j'ai vécu 2 ans à Kyoto. Et Kyoto au Japon est une cité très particulière, même pour les Japonais. Elle représente l'ancien Japon puisque une grande partie du patrimoine architectural des temples et des sanctuaires a été conservée, n'a pas été détruit, contrairement à ce qu'a fait la guerre, ce qu'ont fait la guerre et l'industrialisation dans le reste du Japon. Donc on a une vision assez précise de ce que devait être l'ancien Japon, qui coexiste avec la modernité la plus criante. Et l'ancien Japon à Kyoto est présent là en permanence, en même temps que vous menez une vie contemporaine. C'est un peu
Et c'est très étonnant, Un contraste assez difficile de saisir. mais que je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris comment les Japonais qui se sont occidentalisés à marche forcée ont réussi à conserver avec autant de force leur culture ancestrale. Parler une hora de fervor, d'une heure de ferveur, euh, parmi d'autres sujets, des liens humains. De quoi sont faits les liens humains? Et j'aimerais bien parler là, il peut être l'amour, il peut être l'amitié, il peut être l'art. Lesquels des liens est votre préféré? Je n'en ai pas, parce que si je regarde maintenant en arrière les 6 romans que j'ai déjà écrits, je vois que ce sont des thèmes qui m'intéressent également. L'amour, l'amitié et l'art et la nature ont toujours été mes sources d'inspiration thématique, mais je n'avais encore jamais écrit un roman réellement consacré à l'amitié. Uh-huh. L'élégance du hérisson était déjà une tentative de montrer l'amitié entre deux êtres solitaires, mais de manière extrêmement confinée. Alors que dans Une heure de ferveur, l'amitié que le personnage principal entretient avec les hommes et les femmes qui l'entourent est totalement hors norme et ouverte sur le monde. L'amitié parmi les gens, c'est quelque chose qui est bien vu. On écrit beaucoup. Bon, les romans des adolescents, la première amitié. Mais lorsqu'on parle de l'amitié mûre parmi des adultes, là, l'amitié est sous-estimée. Oui. Et tout à coup, ici, on voit l'amitié des hommes qui ont vieilli ensemble. Bon, alors, je ne me suis pas non plus simplifié la tâche puisque ce sont des Japonais. Et je n'ai absolument aucune idée de la manière dont les Japonais sont amis entre eux, puisque bien que j'ai vécu au Japon et que j'adore ce pays, je ne suis pas du tout experte en culture japonaise, je n'en parle pas la langue. Et il est très difficile de rentrer dans l'intimité des Japonais. On va très peu chez les Japonais. On les rencontre ailleurs, au restaurant, au temple, mais on pénètre très rarement l'intimité, le quotidien intime des Japonais. Donc, Euh, les Japon et les personnages sont un prétexte pour parler d'une histoire qui pourrait se passer en Afrique, au Mexique, en France. je ne crois pas, parce Non. que je pense qu'il y a quelque chose dans l'âme japonaise qui me touche profondément, quelque chose de singulier et qui me touche vraiment beaucoup. Et je pense que c'est un certain rapport à la présence. La première expérience que j'ai faite d'un jardin japonais, c'était pas n'importe lequel, puisque c'était le jardin du Pavillon d'Argent à Kyoto, en 2008, quand je suis arrivée. J'ai été... C'est un endroit rêve. magnifique. C'est un endroit absolument sublime. Ce sont probablement les plus beaux jardins japonais à mon sens. Et c'était aussi une référence littéraire. Oui, mais c'était pas pour cette raison que j'ai d'accord. été bouleversée. La raison pour laquelle j'ai été bouleversée, c'est que je n'avais jamais vécu une expérience d'ancrage dans le présent aussi puissante. J'étais là, ici et maintenant, présente aux choses et présente à moi-même avec une force d'intensité et de vie inouïe. Et en même temps, grâce à ces sublimes jardins séculaires, enfin qui vraiment ont une longue histoire, j'avais l'impression de voir à travers l'épaisseur du temps et d'une certaine façon de toucher une forme d'éternité. Et ça, c'est l'expérience japonaise pour moi que je n'ai vécue nulle part ailleurs. Parfois, devant certaines œuvres d'art, mais en étant immergé à l'intérieur de l'œuvre d'art, jamais de cette façon. Si, lorsque je parlais de votre voix, je pensais exactement à ça. Je voulais parler de la vitesse vis-à-vis la lenteur. Oui. Il faut que je coupe ici et on revient dans 5 minutes ou moins. Vamos a corte y regresamos en un momento más. Estamos de vuelta con Miguel Barbery. Aquí tengo su última novela, Una hora de fervor. Miguel, merci beaucoup de nous accompagner ici à Calle 11. Et bon, avant, on parlait de la vitesse, qui est peut-être les pires des péchés de notre génération. On ne peut pas avoir conscience
d'être ici, quand la vitesse, c'est un cheval qui passe toujours devant nous. Et vous savez, il a écrit des livres qui presque font un manifeste sur la lenteur. Si on ralentit, il y a quelque chose qui passe. Et même dans la littérature, même dans les films, la vitesse gagne et vous dites encore non, il y a une autre façon de voir la vie. Ah, c'est possible, cette manifeste. Ben, c'est la manière que j'ai de vivre, en tout cas, donc ça doit être possible. Ok, d'accord. Vous êtes là. Mais c'est la seule manière de voir le paysage. Si vous allez trop vite, vous ne voyez pas le paysage. Vous ne voyez que votre propre vitesse. Et par ailleurs, il y a ce préjugé étrange selon lequel la lenteur est porteuse d'ennui ou de fadeur, alors que les plus grandes expériences d'intensité de vie que j'ai vécues ont requis énormément de lenteur. De la même façon que l'intensité ne demande pas d'agitation, elle ne demande pas nécessairement de vitesse. Et c'est ce que l'expérience esthétique japonaise apporte avec certitude. Ce sens du temps qui s'étend de telle sorte qu'il devienne un hors-temps. L'esthétique zoom, on dit. De pouvoir faire zoom sur les choses. Oui, oui, et c'est aussi ce qui permet à ça, c'est un remède à beaucoup de maux contemporains, je trouve. C'est aussi ce qui permet de s'oublier soi-même, de se diluer dans quelque chose de plus grand, qui apporte en retour des satisfactions intimes très grandes. Si on ne fait pas attention à la lenteur, c'est impossible d'écouter autrui. Mm. Et écouter, c'est l'autre verbe qui est très présent. Il ne peut pas avoir de l'art, de l'amour, de l'amitié sans écouter. Une des plus belles expériences que j'ai vécues au Japon, c'est une cérémonie du thé qui m'a été offerte dans une auberge traditionnelle dont je connais la fille des propriétaires. Et cette expérience a été extraordinaire parce qu'il ne se passe rien pendant la cérémonie du thé, ou pratiquement rien, juste des gestes codifiés incompréhensibles. Mais soudain, on devient incroyablement attentif au son de l'eau, au son des gouttes d'eau qui tombent de la louche en bambou dans le bol, en terre. Et ça produit une extase incroyable. Il y a une scène dans le livre où Haru, le personnage principal, et Kesushi Très bien prononcé. sont en train de parler de business. Parce qu'il y a un emprunt que Haru a besoin de faire. Et lui dit, ça, on ne parle pas comme ça. Il faut le faire autour du rituel du thé. C'est une métaphore très belle de ce que vous venez de dire. Oui, de l'existence, sans doute. Ben oui, la vie est si courte, prenons le temps. De l'autre côté, il y a aussi un précepte, un concept que j'ai du mal à comprendre. L'amour inconditionnel. Mm. Eh bien, moi aussi, figurez-vous, et c'est pour ça que j'ai écrit. Ça. Oui, parce que le roman, c'est le moyen de comprendre ce qu'on ne comprend pas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de comprendre ce que je ne comprends pas, d'inventer un autre moi qui vit ce que je ne vis pas et ce que je ne connais pas. Et c'est ce qui va me donner une part de l'intelligence de la chose. La relation avec l'autre, avec l'autre personne, avec autrui, c'est quelque chose qui est aussi abîmé dans notre époque. Et chez les Japonais, il y a encore ces dilemmas, parce que même les Japonais qui sortent du Japon, qui parlent d'autres langues, ne sont pas tellement bien vus. Lorsqu'on va au Japon, on découvre que personne parle français, même pas l'anglais. et de l'autre côté, il y a beaucoup de nationalisme. Et c'est difficile d'avoir un rapport avec quelqu'un qui qui ne parle pas
pas seulement la langue, mais les symboliques, les langages qu'on habite ailleurs. Encore le Japon comme métaphore de la relation avec l'autre. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je ne connais pas assez bien le Japon pour généraliser. Il est certain qu'il y a quelque chose de très curieux dans la coexistence de ce Japon ancestral, où les liens communautaires sont très forts, et de l'hyper-modernité qui amène une hyper-solitude. Je ne sais pas comment il résolve ce conflit qui existe partout ailleurs. Ce que je sais, c'est qu'une des raisons peut-être pour lesquelles le Japon résonne si profondément en moi, à part la question esthétique qui est primordiale, c'est effectivement le sentiment de la solitude, enfin d'un vécu de solitude très grand. Et je réalise que presque tous mes romans parlent de ça. Ce sont toujours des personnages solitaires qui trouvent une voie vers l'autre, mais avec toutes les difficultés que ça implique. La géographie, ça compte? Être une île, comme la Grande-Bretagne, Bien sûr, on et sait que avoir la Chine ou avoir l'Europe continentale. oui, et à l'intérieur de l'Europe, être la France ou l'Autriche, c'est extrêmement différent. Climat et géographie, on le sait, façonnent largement l'âme des peuples, et la littérature aussi. On va parler de la France. Allons bon. Un jardin qui est en train de changer, je veux dire. Et d'abord, je voulais parler des jardins. Je pensais, lorsque je lisais votre roman, à la différence entre Versailles et les jardins de l'empereur japonais, qui sont très différents. Oui, oui. Il y a des jardins, mais si je vous force à faire la différence entre un type de jardin et l'autre, qu'est-ce que vous dites? Alors c'est assez simple en réalité, puisque d'un côté vous avez l'amour de la ligne droite et de la symétrie, et de l'autre côté vous avez l'amour de la dissymétrie, de l'asymétrie et de l'irrégularité. La beauté japonaise est toujours asymétrique. Vous ne mettez jamais deux pins identiques de chaque côté du portail. Et elle a cette grâce folle qui naît du fait que la perfection vient toujours du petit défaut. Ça, c'est inconcevable dans l'esthétique des jardins à la française, qui sont toujours parfaitement ordonnés. Est-ce qu'il y a une relation avec la nature qui est différente? Oui, très différente, mais De respect ou entre l'Est et l'Ouest, oui, même si on voit bien qu'au Japon aujourd'hui, la question du respect de la nature est là aussi tiraillée entre la tradition et la modernité. Mais je pense que ça vient du bouddhisme et du shintoïsme. Il y a quand même très profondément ancré en Asie l'idée que nous ne sommes pas devant la nature, mais que nous faisons partie de la nature, que nous en sommes une part intégrante et que donc exploiter la nature, c'est s'exploiter soi-même. La détruire, c'est se détruire soi-même. Ouais, maintenant, je suis forcé à faire la même comparaison dans la peinture. Il y a une sorte de rationalité de l'art occidental qui est différent exactement au trait Ouais. de la peinture japonaise. Même s'il y a beaucoup de peintres contemporains qui ont été fortement influencés par l'esthétique chinoise et japonaise. Et en parlant de la France, aujourd'hui, nos pays, votre pays aussi, ont du mal à traiter l'altérité, la relation avec la femme qui porte le voile, les nouvelles générations, la migration, etc. Il y a quelque chose qui se passe dans les jardins français qui n'est pas en train de réussir bien. J'aimerais bien vous entendre au Alors, sujet de ça. je ne suis pas sociologue, je ne suis pas analyste politique et en général, je fais très attention à ne pas sortir du champ de la littérature parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Mais ce que vous décrivez, c'est mondial en réalité. C'est-à-dire qu'on on voit la montée de peurs puissantes, savamment entretenues médiatiquement, et qui mène vers un repli très clair sur la nation, sur soi, qui nous inquiète beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai dit il y a un moment que cette histoire pourrait se passer pas seulement au Japon. Je comprends très bien pourquoi est-ce que vous dites que ça peut passer qu'au Japon, mais les sujets, les thèmes
il me semble qu'il y a un miroir ici où je peux parler de ma société, de la vôtre. Et c'est très politique de ce côté. Écoutez, ça c'est une première. Je ne savais pas que c'était très politique, mais je sais au moins une chose, les textes sont toujours plus intelligents que leurs auteurs, et j'y ai peut-être mis la politique que je ne maîtrise pas moi-même. Muriel Barbery, je me félicite de cette opportunité de pouvoir vous lire et aussi de pouvoir parler avec vous de temps en temps. C'est toujours un plaisir de vous voir et d'être au Mexique. Merci beaucoup. Merci d'être venu.